déjà que le temps passe vite. Table ronde qui est dédiée à la géographie militaire, l'analyse spatiale et l'apport des nouvelles technologies numériques. Je suis honoré par la confiance que vous me faites, monsieur le professeur, mais surtout très heureux de pouvoir intervenir sur cette table ronde, tant les intervenants sont passionnants et ils apportent depuis de nombreuses années un regard très spécifique sur la géographie militaire, un regard d'expert, un regard, je referai le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parfois borderline, c'est-à-dire à l'extérieur, ou en regardant vers l'extérieur. Et c'est, je crois, la spécificité de ces 4 intervenants qui, de dedans et à l'extérieur, font bouger le domaine de la géographie militaire qui, parfois, pouvait paraître un petit peu conservateur. Très heureux d'accueillir, du coup, une première prise de parole. Mon colonel, merci de nous faire l'honneur d'intervenir. Vous êtes aujourd'hui détaché à l'IGN, en charge des relations institutionnelles, c'est-à-dire avec le ministère des Armées, mais pas que, puisque l'IGN est aujourd'hui au cœur d'une grande réflexion sur les données géographiques, en lien aussi avec une nouvelle direction très dynamique sur le sujet, avec des réflexions passionnantes sur la donnée d'intérêt territorial. Mon colonel, nous vous écoutons. Merci bien, Alexandre. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je propose, pour commencer mon propos, de vous montrer une photo. Alors, qu'est-ce que représente cette photo? Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une jeune femme qui est en train de s'affairer auprès d'une machine un peu complexe et impressionnante. En fait, cette photo représente l'une des nombreuses stéréo-restitutrices que compte l'IGN en 1962. Cette machine là, que vous voyez à l'écran, c'est un stéréotopographe. Sur cet appareil, l'opératrice observe des couples stéréoscopiques de photographie aérienne avec une binoculaire. Elle voit ainsi le paysage en relief et peut dessiner précisément tous les éléments remarquables en déplaçant en 3 dimensions un index lumineux asservi à un crayon. Elle utilise pour cela donc, la manivelle qu'on voit à l'écran et donc la pédale circulaire. Alors, cette machine est l'œuvre de M. Georges Poivillier, le précurseur de la photographie aérienne. Et si j'aborde le stéréotopographe devant vous, c'est que je trouve extrêmement intéressant de savoir pourquoi M. Poivillier l'a imaginé et dans quel contexte. Georges Poivillier est âgé de 21 ans lorsqu'il est reçu à l'école centrale. Nous sommes en 1913 et avant de rentrer en scolarité, il doit effectuer ses obligations militaires. Malheureusement pour lui, à partir de 1914, son service national va se prolonger jusqu'en 1919. La guerre, il va la faire comme officier d'artillerie. Et c'est le cas pour l'ensemble des élèves de l'école centrale. Sa fonction à lui, pendant la guerre, c'est observateur d'artillerie dans l'aviation. Il doit ainsi repérer des batteries ennemies et les reporter sur des cartes. Il doit également, au cours de ces différents vols, régler des tirs d'artillerie sur des objectifs désignés par leurs coordonnées. Il est alors confronté à 2 difficultés récurrentes. La première, utiliser des cartes souvent imprécises. La deuxième, identifier des objectifs sur le terrain à partir d'une vue aérienne. C'est pour cela qu'à la fin de la guerre, cette expérience militaire va l'inciter à se poser le problème de réaliser des cartes précises à partir de photographies aériennes. Non seulement il va imaginer le matériel, mais il va en diriger les études de fabrication, l'usinage et le réglage. Il faut savoir qu'il est encouragé dans cette aventure par le colonel Hureau, le futur premier directeur général de l'IGN, et qui était à ce moment-là directeur de la section des instruments optiques du service géographique de l'armée. Les travaux de M. Poivillier vont permettre au SGA d'avoir en 1932 le premier avion équipé de matériel stéréoscopique. Il s'ensuivra l'affectation d'autres matériels de photogrammétrie et en 1940,
au moment de la dissolution du SGA, on compte 34 stéréotopographes en service. Alors cet exemple illustre parfaitement les fortes interactions qui existent entre les activités civiles et militaires dans le domaine de la géographie, et qu'une innovation ayant pour origine un besoin militaire est récupérée pour des usages à la fois civils et militaires. Et c'est en cela que l'expertise scientifique et technique de l'IGN joue un rôle essentiel aujourd'hui dans l'amélioration de la connaissance des milieux physiques et humains, y compris dans le domaine de la défense. Alors, porter de l'avance technologique, ce n'est pas nouveau à l'IGN, puisque ça fait plus de 80 ans que nous faisons de l'innovation. Ainsi, dès 1947, l'IGN acquiert une flotte de 14 bombardiers B-17 pour y installer des caméras à tambour et se lance dans les premières couvertures stéréoscopiques de la France. Couverture qui sera achevée en 1953. Je fais une petite aparté, vous pouvez retrouver toutes ces photos historiques sur notre site Remonter le temps. Innover, c'est aussi éditer en 1956 les premières cartes au 1/25 millième de l'ensemble du territoire national, qui deviendront en 1975 les fameuses cartes série bleue que tout randonneur utilise. Innover pour l'IGN, c'est aussi élaborer les premières caméras numériques en couleur, baptisées CAM-V1, et qui rentreront en service sur nos avions en 2002. Et l'innovation récente, c'est pour l'IGN tout simplement le lancement du programme LIDAR HD, qui va contribuer à la mise en place, et on l'espère, d'un jumeau numérique du territoire national. Et d'ailleurs, notre incubateur de start-up, qui s'appelle IGN Fab, va lancer son 7e appel à projet la semaine prochaine, le 16, autour du LIDAR HD, justement. Je voudrais à présent revenir sur le lien privilégié que nous entretenons avec la défense. Outre son passé historique, l'IGN a une relation extrêmement forte avec le ministère des Armées, et en particulier avec la Direction Générale de l'Armement, la DGA, et l'État-major des Armées. Cette relation est régie par un protocole qui date des années 2000 et qui a été renouvelé dernièrement en 2021. C'est une relation de très grande confiance puisque l'IGN est intégré complètement dans la chaîne géographique du ministère des Armées et qui nous a été confié le pilotage et la qualification de plusieurs marchés d'externalisation. Sachez également que l'empreinte défense au sein de l'IGN n'a cessé de croître au fil des années. J'en veux pour preuve qu'en 2011, dans le nouveau décret portant sur la création de l'Institut national de l'information géographique et forestière, il y a un article, l'article 5, qui stipule que l'IGN doit assurer en priorité les besoins de la défense. Cet article va être modifié en 2015 et va donner à l'IGN un changement d'échelle dans l'appui aux armées. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous apportons notre expertise au ministère des Armées dans plusieurs domaines, et notamment dans la préparation de l'avenir. L'IGN a bien compris que l'enjeu de la géographie militaire française est de gagner du temps de saisie, et donc du temps de réalisation des produits géographiques. Et c'est pour cela que nous faisons appel à nos activités de recherche et de développement. Pour guider ces activités de recherche, l'IGN dispose d'un conseil scientifique et technique. Le rôle de ce CST est d'assister dans les domaines de la recherche et des technologies le conseil d'administration, dans lequel le ministère des Armées est représenté, et le directeur général. Le CST est organisé en 5 sections. 4 sections thématiques, géodésie, instruments et traitement d'images, SIG et forêt. Et une section plus transverse, qui est dédiée à la défense. Cette SSD, composée d'une dizaine d'experts, dont on retrouve l'ONERA, le BRGM, le CEA, vise à mettre en adéquation les besoins d'innovation de la défense et le schéma directeur de recherche et technologie de l'IGN. C'est dans ce cadre que le ministère des Armées partage avec les experts des éléments de contexte sur les besoins d'innovation. Inversement, les experts partagent des éléments de contexte plus civils, susceptibles d'intéresser la défense et d'orienter des actions de recherche et technologie pour l'IGN.
La présidence de cette SSD est assurée par la Direction générale de l'armement. Aujourd'hui, la SSD a identifié 6 thématiques d'intérêt dual dans les 9 enjeux prioritaires du schéma directeur et de recherche des technologies de l'IGN. Et donc, le rôle de la SSD est de mener des actions pour réduire l'écart entre ce que fait l'IGN et les besoins opérationnels des forces armées. Parmi les 6 thématiques d'intérêt dual, sachez que la géovisualisation et l'optimisation de la production, on en a parlé tout à l'heure dans les questionnements, ont été jugées prioritaires. Je voudrais à présent vous apporter un éclairage sur le projet GeoSoc qu'a évoqué mon camarade Michael Tonon et la manière dont les co-traitants, à savoir Airbus et IGN, ont porté de l'innovation. GeoSoc est un marché d'approvisionnement en données de référence qualifiées, et je rejoins ce que disait le colonel Grosjean, pour le programme d'armement Géo 4D. Ce marché fournit 3 types de données de référence. Un socle radiométrique, composé d'orthomosaïques à partir d'imagerie Spot 6-7, Pléiade et nouvellement Pléiade Néo. Un socle altimétrique avec des modèles numériques de terrain, des modèles numériques de surface fins, et dans certains cas, des modèles numériques de surface texturés. C'est un peu la vidéo qu'a présentée Michael. Et on trouve également un socle géométrique composé d'images satellites modélisées et d'une base de points d'appui. Ce marché est extrêmement dimensionnant pour Airbus et l'IGN, puisqu'il s'agit de produire en surface couverte, et ça a été mentionné, plus de 11 fois la France chaque année. Et il est attendu que la précision planimétrique soit meilleure que 5 mètres sur l'ensemble des tapis d'image, avec un niveau de confiance de 90%. Quand nous avons commencé ce projet avec Airbus, nous avions un double défi technologique, à savoir organiser une chaîne de production capable d'honorer 6 millions de kilomètres carrés par an, et dans le même temps pouvoir valider une précision planimétrique de manière homogène. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment nous avons relevé le défi de la précision géométrique. Pour bien comprendre l'enjeu de cette précision, il faut savoir que la plupart des satellites d'observation ont des équipements à bord qui permettent une restitution de position de l'ordre de 4 mètres, dans le meilleur des cas. Si je prends l'exemple de la constellation Spot 6-7 qui a été évoquée tout à l'heure, la précision native à bord est de 35 mètres sans point de contrôle. Pour Pléiade, elle est de 6,50 mètres, et pour un satellite américain comme Worldview 4, sans point de contrôle, elle est de 5 mètres. La meilleure solution pour affiner cette localisation des images est d'effectuer des traitements au sol. Et c'est pourquoi, à partir de l'expérience des premiers travaux du programme GeoSoc que nous avons initié en 2015, avec les ingénieurs de notre service d'imagerie spatiale associés aux ingénieurs d'Airbus, nous sommes lancés dans la création d'une base de points de calage 3D. Cette base se nomme la Space Reference Point. Cette SRP, comme on la nomme, met à disposition des points 3D avec une précision planimétrique de 3 mètres, et cela avec un niveau de confiance de 90%. Côté altimétrie, nous sommes à une précision de 5 mètres, avec toujours un niveau de confiance de 90%. Cette base est mondiale puisqu'elle couvre l'ensemble des terres émergées, soit environ 135 millions de kilomètres carrés. Et elle permet le recollage de tout type de capteurs satellitaires jusqu'aux plus récents comme Pléiade Néo. Et cela grâce à une forte densité de points d'appui puisqu'on a un point tous les 2 km². Pour réaliser cette base, nos chercheurs et ingénieurs sont partis d'un socle géométrique issu du capteur Spot HRS. Ensuite, nous avons exploité l'immense archive Spot 6-7. Aujourd'hui, cette archive, Spot 6-7, représente pratiquement 50 fois les terres émergées. Et donc, nous avons défini des algorithmes qui permettent de sélectionner au moins 6 images récentes et ayant des angles de prise de vue différents et au moins 15% moins de 15% de nuages. Alors, ensuite, nous avons procédé au redressement géométrique des images, ce qui nous a permis de pouvoir extraire des points remarquables au sol. Une fois ces points sélectionnés,
nous avons calculé leurs coordonnées en X, en Y et en Z, et cela par intersection de visée. Pour chaque point d'appui, notre outil produit des petites vignettes de localisation, comme vous avez à l'écran. Ce qui a été crucial dans ce procédé, c'est de sélectionner des objets pérennes. Et pour cela, nous avons utilisé l'intelligence artificielle. Nous avons donc généré un modèle qui nous permet de rejeter des cibles qui sont trop éphémères, comme par exemple des dunes ou des véhicules. Et vous imaginez bien que pour réaliser tout cela, nous avons recours à des ressources de calcul sur le cloud, bien évidemment, et nous avons parallélisé tous les traitements pour obtenir un temps de calcul compatible avec une production grande échelle telle que le souhaitent les armées. Alors, quel est l'apport d'un tel socle géométrique pour la défense? Eh bien, je l'ai un peu évoqué précédemment, c'est de pouvoir caler de manière très précise tout type d'image, allant du satellite, mais également jusqu'au drone, et avoir le même référentiel pour tout le monde. Ensuite, cela permet de donner des conditions favorables à des traitements automatiques, comme la détection de changement ou la corrélation automatique de MNS. Cela permet également d'évaluer la performance géométrique d'un capteur ou d'un produit géographique dans le cadre d'un échange au sein d'une coalition multinationale. Et enfin, cela permet à la défense française d'avoir son autonomie stratégique en matière de localisation. Un autre sujet qui a été un peu évoqué ce matin et cet après-midi, c'est un sujet de dualité avec les armées sur l'observation en continu de l'occupation du sol. Pour les usages civils, c'est bien évidemment de lutter contre l'érosion de la biodiversité et d'atteindre ce qu'on appelle le zéro artificialisation net, le ZAN. Mais pour les usages militaires, c'est de pouvoir disposer d'informations de zones de go-no-go, et ça a été évoqué tout à l'heure, lorsque vous lancez une opération sur un théâtre. Toujours pour les armées, c'est d'être alerté sur des changements majeurs de l'environnement géophysique. En gros, avoir une détection de changement pour orienter des productions de référentiels géographiques comme GeoSocle ou GeoMaps. Alors depuis 2 ans, l'IGN a mobilisé ses équipes de chercheurs et de développeurs pour automatiser la chaîne de production et de mise à jour de l'occupation du sol à grande échelle, que nous appelons l'OCSGE, et cela sur tout le territoire national. C'est un projet d'innovation qui intègre à la fois des technologies d'intelligence artificielle, mais également des méthodes collaboratives. En 2020, nous avons fait une première expérimentation de cette chaîne de production sur le bassin d'Arcachon, qui s'est révélée très concluante. Et en mars dernier, tout récemment, nous avons fait notre premier département, le département du Gers, ce qui a permis de valider notre chaîne de production automatique. Maintenant que la chaîne est opérationnelle, nous prévoyons de faire cette année 9 autres départements avant la fin de l'année. 3 minutes. Il faut que j'accélère. Alors, ce schéma représente le processus d'automatisation qui va permettre de produire 2 millésimes de référence. Le processus repose essentiellement sur des techniques de télédétection par intelligence artificielle. Dans un premier temps, on va apprendre à la machine à reconnaître des objets que l'on souhaite en sortie de chaîne, comme des contours de bâtiments, des arbres ou des surfaces bitumées. Ensuite, on applique le modèle paramétrique sur les images. Cela permet ensuite de sortir des images classifiées et ensuite vectorisées. Après cela, on combine avec des objets et d'autres informations et on sort donc des couches d'occupation du sol. Une fois que les 2 millésimes de référence sont constitués, nous n'aurons plus qu'à faire que des mises à jour. Avec le nouveau processus, l'opérateur va être orienté directement sur des zones de changement. Et ensuite, il aura juste à relancer un processus initial automatisé. Pour terminer, et donc il me reste quelques minutes, je voudrais juste faire un rapide éclairage sur la géovisualisation. Le besoin de co-visualiser des données complexes est commun aux acteurs de la défense et à l'ensemble des politiques publiques. Nos chercheurs du LASTIG, c'est notre laboratoire de sciences et technologies de l'information géographique, définissent le terme de géovisualisation comme un ensemble de connaissances et techniques
permettant de visualiser et d'analyser un territoire ou un phénomène spatialisé, en interagissant avec la donnée géographique. L'enjeu est donc de pouvoir co-visualiser des données géographiques plus ou moins localisées, souvent hétérogènes, massives et parfois imprécises. Et donc, il s'agit d'aider des utilisateurs, dans un contexte d'usage, à explorer des données, à analyser visuellement des phénomènes spatio-temporels et à prendre des décisions. Très honnêtement, quand je dis ça, j'ai l'impression de donner la définition du géoïne. Je voudrais juste prendre un tout petit exemple, et c'est le dernier, pour illustrer la géovisualisation. En haut, ce que vous observez, c'est un cas de design urbain. On imagine qu'on a une lunette à réalité augmentée, et à travers ces lunettes, l'opérateur peut sélectionner un bâtiment, l'enlever, et donc voir la scène qui est cachée derrière. Éventuellement, il peut rajouter un nouveau bâtiment, et une forme et un volume et un design complètement différents. Donc on peut très bien imaginer un cas d'usage militaire pour un combat en localité, comme on a évoqué tout à l'heure, et essayer d'appréhender derrière un obstacle de progression. Voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation, et je fais toujours un petit peu de pub pour l'excellent IGNMA consacré à la géographie militaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. On vous applaudit. Une intervention très éclairante, et Jérémy, je t'invite à préparer ton intervention, et qui est donc du coup très complémentaire de l'intervention de tout à l'heure de M. Thonon, qui nous a parlé de Pléiade, et on le voit, l'importance du coup de la souveraineté sur ces données géographiques, géophysiques, et des capteurs qui évoluent, des processus qui évoluent-ils assez vite. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais nous avons donc une intervention, celle de Jérémy, qui va évoquer avec nous comment la géographie et le SIG, le système d'information géographique, fait par une grande entreprise internationale qui s'appelle ESRI, arrive à pouvoir aussi questionner ces frontières de la géographie en intégrant de la géographie humaine dans des actions bien évidemment souveraines. La parole est à vous. Merci, bonjour. Excusez-moi, en général, je parle très vite, donc je pense que on va essayer de faire simple. L'idée, c'est pas trop de vous parler de technologie par technologie, et en plus, j'avais trahi par la technologie, justement. J'avais plein d'exemples qui tournent sur cette image, des applications mobiles où on voit un globe complet où on peut aller se promener, des applications pour faire des analyses de graphes, qui est avec qui, dans quelle région, et comprendre mieux comment ça se passe. On a en haut la capacité à faire de la cartographie dynamique, celle-ci fonctionne. Vous avez aussi l'analyse 3D. J'ai les fameux modèles numériques de terrain dont tout le monde parle, sur lesquels je peux aller voir un profil, chose que l'on peut utiliser aussi bien dans le domaine de la défense que si vous faites de la randonnée avec la donnée d'hygiène pour voir à peu près combien vous allez grimper, descendre, etc. Il y avait une très jolie image de reconstruction 3D faite avec une technologie qui n'est pas celle de l'hygiène, mais qui est sur la ville de Munich, faite à partir de drones. Et on avait du fameux GeoEA, c'est-à-dire la capacité à faire l'analyse d'intelligence artificielle, si on peut dire, pour faire la détection de sites de lancement de missiles. Donc plein de choses, on voit qu'il y a beaucoup de technologies, on pourrait vous en parler, des milliers de fonctions qu'on a, qu'on peut couper avec toutes les choses dont vous avez entendu parler depuis ce matin. Mais, non, décidément, voilà. Le problème est un peu différent, on en parle depuis ce matin, c'est lorsqu'on est une organisation, un organisme tel que les armées, c'est de transformer l'ensemble des savoirs de l'organisation et de la gestion avec la dimension spatio-temporelle. Donc le problème, ça va être l'intégration de données, la connaissance de l'organisation pour pouvoir la capitaliser. Il ne s'agit pas de repartir de zéro et mettre à poubelle tout ce qu'on a appris. On voit les évolutions, ne serait-ce que l'hygiène, et comment ça permet des choses extraordinaires. Il y a la même chose avec Airbus tout à l'heure, avec l'évolution des satellites. Analyser la donnée. Quelqu'un parlait d'info-obésité tout à l'heure, c'est vrai que ça devient quelque chose de très important. Collaborer, c'est le maître mot, je pense, de nos jours. Je ne pense pas que tout seul nous soyons plus forts que le reste du monde. En revanche, ensemble, on sera peut-être plus forts que les gens qui nous en veulent, si je puis dire. Aider la prise de décision rapide, travailler à la vitesse des armées et des opérations, et avoir une communication efficace. Tout ça, c'est sur tout type de données, dans un domaine protégé, puisqu'on parle de défense ici, et au sort réalisable.
Donc, l'approche que nous développons, et dont on parle aujourd'hui, c'est une approche géographique. On vient de parler de géovisualisation, on peut parler de géoanalytique, si on veut étendre, la géocomptabilité, on le voit beaucoup plus dans le domaine de l'urbanisme, comment on prend en compte les différents éléments qui composent un paysage, combien ça va coûter. Si on bascule ça du côté défense, ne pensez pas qu'on parle d'urbanisme, parlons de gestion de base aérienne, tout casernement, déploiement, combien ça coûte. Le géodesign, la capacité à se projeter dans le futur, à préparer, éventuellement à savoir combien ça va coûter simplement. Et puis, comme un domaine qui est récent, qui est la géocollaboration. Tout ça basé sur la connaissance des terrains physiques et humains, et aussi les géosciences, donc la capacité à discuter de sciences. Donc au début de la présentation, il y avait les SIG, la question qui se pose, c'est donc qu'est-ce qu'un SIG? SIG pour Système d'Information Géographique. Donc c'est un système qui est fait pour gérer, comprendre, partager et utiliser de l'information géographique. Une information qui a une dimension spatialisée, c'est-à-dire que je peux localiser le contenu de la base sur la Terre. Donc avec à gauche, finalement, tous les entrants, il y a un autre acronyme que j'ai vu qui traînait qui s'appelle le BIM, pour Building Information Model. C'est des bases de données qu'utilisent les architectes et les gens qui développent les infrastructures. Donc on peut les intégrer, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Tout à l'heure, il y avait un exemple avec un pont, justement, je crois que c'est le 20e groupe géographique qui avait ça. Autant le prend en compte, le temps réel, les cartes, et de l'autre côté, les activités, la cartographie simple, bête et méchante, comme on la connaît, mais qui est toujours ce qu'elle peut utiliser, ça tombe jamais en fin de quand c'est impressé sur du papier. La visualisation, les analyses, les rapports, le suivi, les tableaux de bord. On a tous vu durant la pandémie des 2 dernières années plein de tableaux de bord géniaux. C'est quand même bien du système d'information géographique, puisque je sais où ça se passe, et je vais vous montrer de manière simple où est-ce que c'est. La planification et ce qu'on appelle l'engagement avec le public, autrement dit, discuter avec les gens qui sont sur le terrain et éventuellement écouter leur retour. On peut mettre ça dans un processus militaire. Tout ça pour générer de l'information, de la valeur. Si je redécoupe encore ce système, je peux voir 3 grandes parties. Celui qu'on va appeler le système d'enregistrement, c'est-à-dire là où je vais capitaliser la donnée. Un autre qu'on va appeler le système de connaissance, c'est celui qui va me permettre de faire les analyses. On a vu quelques exemples il n'y a pas si longtemps, grâce aux activités d'Alexandre et sa société. Et les systèmes d'engagement, c'est donc toute la capacité qu'on a avec nos gentils appareils, à dire je suis là, je vais échanger de l'information, je reçois de l'information, je passe de l'information. Donc on intègre toutes les données, d'accord? Et je dis bien toutes, c'est-à-dire aussi bien ce qui décrit le paysage, physique que humain, ainsi que les objets et les processus qui les entourent. Donc finalement, c'est un système qui permet d'aller vers les gens qui ont besoin d'informations qui est localisée. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même information. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités à comprendre cette information. Donc on va construire autour de cette infrastructure géospatiale, ce système d'information, plusieurs applications en fonction des besoins. Et donc là, il y a bien un besoin de compréhension pour les géographes, du besoin de l'utilisateur final. Les projets qui développent des systèmes aussi faire la même chose. Donc il y a un besoin de recueil et on va avoir tout un tas, si je puis dire, d'utilisateurs, les spécialistes en cartographie, en visualisation de données, les gens qui font des opérations de terrain, on a vu des applications du 28e, donc des systèmes civils et militaires, l'analyse, avec les analystes, les data scientists, comme on dit maintenant, les tableaux de bord, dont tout le monde voit à quoi ça sert, puisque comme je le disais, on a eu souvent. Le problème étant, c'est, oui, mais qu'est-ce qui est géographique et où est-ce que c'est, pourquoi et comment? Donc, d'un point de vue technologie, le problème, ça va être d'intégrer tous les types d'informations en termes de format, en termes de description, qui nous permettent de modéliser finalement la Terre. Et la Terre avec ses habitants, naturellement. Donc on va avoir des nuages de points issus de capteurs LiDAR, on va avoir des données non structurées. Alors qu'appelle-t-on les données non structurées? Quelqu'un qui a écrit un rapport, les réseaux sociaux, les données plus classiques vectorielles, les données multidimensionnelles, un exemple, les données climatiques, d'accord, des séries de 30, 40 ans, on voit les évolutions, on va les traiter. Les voxels, c'est la même chose mais en 3D. Et tout ça est intégré sous une forme de carte et rendu éventuellement sous une forme de service, en plus d'un système de carte classique. Donc, ça c'est bien. Ça me permet de comprendre un petit peu en tout cas d'emmagasiner une information. Ce qui est intéressant, c'est de dériver une information utilisable à partir de toutes ces informations. Et c'est là où le système d'information géographique prend toute sa dimension, au-delà du simple production de couleurs pour dessiner des jolies cartes. C'est la capacité à aller modéliser, que ce soit dans les domaines de la Terre, qui ne sont pas ici à dessin,
En haut, à gauche, la modélisation atmosphérique, d'accord. Les données de type météorologique et climatique, d'accord. Si on prend l'acronyme utilisé en France, le HOM ou le GHOM pour ajouter. Et puis des choses plus classiques, hein, le suivi de véhicules, etc. Tout ça en se basant sur une technologie qui est spécialisée, mais qui ne sait pas tout faire, hein, l'analyse type intelligence artificielle. Il y a plein de gens qui l'ont développé, autant en profiter. Il y a des gens qui génèrent des données, autant en profiter. Donc on va pouvoir utiliser des données, des sciences ouvertes, travailler en collaboration avec d'autres domaines, de manière à tirer profit dans l'ensemble des connaissances. La géographie, c'est pas un géographe tout seul en disant je sais tout faire, c'est plutôt un géographe qui dit venez travailler avec moi, de mon point de vue. Je passe un peu pour ma parole en tant que géographe là. En revanche, ce qu'on observe aussi, la capture d'écran qui est en haut à gauche est un document officiel qui a été chargé sur le site du ministère de la Défense britannique. C'est l'évolution de la compréhension. Et il parle de perception, interprétation et utilisation particulière pour fournir contexte, perspective et prévision à un instant donné finalement. Et donc on a vu l'évolution, c'est les manières de sentir, de travailler avec cette information. On est passé d'une analogique, la carte, on a tous vu apparaître, on a devant nous l'ordinateur portable, les systèmes interactifs, hein, une grosse table, je sais pas si vous avez peut-être vu ça, on a tous joué avec, bon, ça marche pas. On en est, je crois que le plein en a parlé juste avant moi, les casques immersifs, on commence à y réfléchir, ok, pourquoi pas. Tout ça pour arriver en fait à une capacité à naviguer dans une modélisation numérique, aujourd'hui qualifiée de jumeaux numériques ou digital twin en anglais, des choses dont tout le monde parle, qui est le rêve absolu, où je peux voir à la fois les objets physiques, les différents processus qui les relient, ainsi que la dimension humaine et les comportements. Qu'est-ce qui se passe si je casse tel bâtiment, qu'est-ce que ça a comme impact? Donc ça c'est l'idéal. Mais on y travaille. Une chose est sûre, c'est que on voit de plus en plus arriver dans la partie jeux vidéo, d'accord. Nos enfants, nous-mêmes jouons avec ça. Comment ça va impacter la réalité? Est-ce que ça va nous amener à développer de nouvelles capacités? C'est une vraie question. Donc, pour faire tourner ce jumeau numérique, il faut comme une infrastructure qui fonctionne derrière. On est géographe, donc on appelle ça une infrastructure géospatiale. Géospatiale infrastructure, en bon anglais dans le texte, que tout le monde utilise. L'idée étant de capitaliser l'ensemble d'informations, mais aussi d'avoir un sujet qui est élastique, d'accord, qui peut fonctionner sur un poste indépendant comme celui qui est sur la table ici, ou sur le fameux cloud, avec des systèmes plus sophistiqués, avec une mise en avant de communautés, de partage, d'organisation. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à un moment ou à un autre que tout le monde participe, à son niveau, à son échelle, pour pouvoir tirer profit de tout ce savoir, pour que ça aide aux opérations. C'est ça l'enjeu ici qu'on parle. Donc ça marche bien, ça nécessite aussi de réfléchir en termes d'interconnexion et de partage d'informations. Donc de casser des silos. Faisons cette remarque en France. La guéguerre entre, je me permets de dire ça depuis 20 ans, entre les gens qui faisaient de la géographie et les gens qui faisaient du renseignement. On parle tous de géolocaliser. Enfin, moi je suis du côté outillage, d'accord, les outils qu'on fournit pour que tout le monde utilise. Finalement c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est le même outil. Que tout le monde fasse ce pourquoi il est payé et sa spécialité, c'est une bonne chose. N'empêche que des fois on a besoin de travailler ensemble. Donc on a besoin d'un outillage qui a été pensé pour ça. On a parlé d'interconnexion dans la table ronde précédente aussi. C'est les mêmes problématiques. Sauf que là, on parle de masse de données, de choses compliquées. On ne modélise pas le paysage, le climat et l'humain de la même manière. Donc il nous faut des outils. Donc ça, c'est l'infrastructure géospatiale, ou plus exactement les infrastructures géospatiales. L'autre challenge, défi que nous avons, c'est d'emmener cette capacité SIG vers ce que j'ai appelé la périphérie, dont quelqu'un a parlé juste avant moi, n'est-ce pas? Le problème est vrai. Aujourd'hui, on en parle comme d'un futur proche, mais ça n'est pas. Et ce n'est pas non plus militaire. Les premières applications que j'ai vues, moi, c'est une application civile, de gens qui font de la gestion de chaussées, détecter les nids-poules, pour savoir où est-ce qu'ils sont. Et après, pouvoir les combler, on repasse dans le géodesign, on repasse dans la géocomptabilité, etc. Donc tout ça, c'est un vrai challenge. Tout ça, ça nécessite aussi d'avoir une réflexion de comment j'interconnecte, excusez-moi, l'ensemble de ces outils. Comment je vais travailler. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons. Et tout ça, à partir d'une infrastructure qui a été taillée
pour prendre en compte la dimension, ou la spécificité de la dimension géospatiale. Donc, ma vision, évidemment, censée sur la même, n'est-ce pas l'infrastructure géospatiale, mais j'espère que tout le monde comprendra autour de cette table. Les différents capteurs, quels qu'ils soient, il faut être agnostique, il ne faut pas être spécialisé. La capacité à aller utiliser les données d'environnement, quelles qu'elles soient, GHOM, excusez-moi. Être capable d'échanger avec des gens qui ont des spécialités, comme on le disait tout à l'heure, d'accord, pour pouvoir échanger, pour pouvoir tenir des situations. Mais en même temps, il faut être malin et pas oublier qu'il y a des gens qui vont vraiment travailler avec ces données, qui en ont un vrai besoin, qu'ils soient dans un état-major statique ou dans un état-major déployé, ou encore plus compliqué, qu'ils puissent travailler en mode complètement débarqué, d'accord, sans connexion à la fameuse infrastructure, ou alors avec une faible bande passante. Le BP, c'est pour bande passante au-dessus. Il y en a un qui a appelé fiche pétrolière. Ou même dans le domaine embarqué. On va faire une remarque sur le domaine embarqué. Tout le monde a entendu parler de l'Ukraine. L'Ukraine, premier plus grand pays d'Europe. Si on y met quelques centaines de kilomètres autour de cette bordure, on veut juste avoir l'imagerie qui représente cette base map. On est à 2 Tera et demi de données. 2 Tera et demi de données, excusez-moi. L'envoyer par onde radio sur le porte-avions, ça prend un certain challenge, n'est-ce pas? Donc il faut pouvoir y penser avant. Donc c'est là où on va regarder ça en tête qu'on va y revenir dans une planche. Donc ce qu'on va voir apparaître petit à petit, c'est une planche que j'ai piquée à mes camarades de l'anglo-saxon, c'est une connexion de sachants à travers des portails collaboratifs où tout le monde échange ce qu'il a besoin d'échanger, ce qu'il veut bien échanger aussi, parce que c'est collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde est obligé de le faire. Mais on a des choses comme ça. Il y a des exemples qui existent. Il y a une présentation qui a été faite, qui est publique d'ailleurs, sur la communauté du renseignement américain, qui est un portail. Ils ont 55 agences qui continuent, il y a 160 000 clients dessus. Ça fonctionne. Encore une fois, on ne parle pas de futur proche, mais on parle d'une réalité. Il faut que nous emmenions aussi, je pense, sur notre territoire national. Bref, revenons un peu au challenge dont on parle. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ce que j'observe depuis quelques années en tant que fournisseur, n'est-ce pas, du monde de la défense. Un SIG, ce n'est pas un problème de logiciel uniquement. Il y a un problème de gouvernance. Alors, ceux qui ont fait de la géographie, qui ont appris les SIG, on a tous fait ça. Mais quand on le met en œuvre, c'est un autre challenge, comme on dit. La gouvernance, avoir une vision politique, savoir ce que l'on veut faire et comment on va le faire. Les ressources humaines. Et ça, c'est mon dada depuis 20 ans que je travaille avec la défense. En France, la ressource humaine, c'est absolument nécessaire. Le fait que maintenant nous ayons des formations spécialisées grâce au professeur Blanger, c'est quelque chose, il faut avancer, il en faut plus. Désolé. Les processus, savoir ce que l'on veut faire, pourquoi on veut le faire. On ne fait pas la technologie pour jouer la technologie. Il y a un enjeu derrière, il y a des coûts aussi. L'information. Quelle information, comment, pourquoi, comment je la qualifie. Des choses qui ont été parfaitement présentées il y a quelques instants. L'interopérabilité. On parle de format de données, mais on parle aussi de personnel. On parle de travailler en coalition. On a parlé de l'OTAN, on parle de l'Europe, on a parlé de l'ONU ce matin. Il faut quand même pouvoir travailler ensemble. Qu'on se parle au niveau de la langue, mais aussi qu'on comprenne le système. Bref, ce qui est intéressant, c'est les calculs aussi, c'est que ça se situe à différents niveaux de commandement. Ça va se situer aussi en fonction des différentes fonctions. On ne fait pas la même chose, c'est pas unique. Les infrastructures, il faut penser à l'infrastructure. La communication, l'électronique, l'ordinateur, je ne vais pas lire ma vidéo tout à l'heure. Et puis aussi, les différents domaines opérationnels. Aujourd'hui, il y en a 6, ils sont tous différents. Bref, pour finir, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des choses qui existent, le monde de la défense va en profiter. En tant que géographe, le prochain challenge, c'est celui-ci, le dernier domaine opérationnel, c'est l'espace, et comprendre l'espace. Vous avez ici ma réflexion, aujourd'hui qui est reconnue, on l'a présenté plusieurs fois. Je vous laisse la lire, je ne vais pas passer. En revanche, pour les gens qui aiment la cartographie, posez-vous la question, est-ce qu'on a des outils pour faire de la cartographie au-dessus de la Terre et comment je veux faire pour cartographier les satellites qui se promènent entre eux avec des interactions qui sont au sol. Comme le suivi de la constellation, on a vu les attaques cyber, l'espace, c'est pas que les satellites, c'est vachement plus compliqué. Mais en tant que géographe, ça, c'est certainement notre nouveau défi. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation menée tambour matin. On a pris le train d'Esri. Donc,
on a vu la place du SIG, après avoir vu la place d'un socle de fondation, d'un SIG qui fait battre le rythme des opérations et qui est devenu un standard aujourd'hui déployé dans de nombreuses organisations gouvernementales mondiales et dont françaises. On a vu aussi quelques pics sur cette nécessité de pouvoir travailler ensemble. Est-ce qu'on est à l'heure de ces défis, du collaboratif et donc la prochaine intervention qu'on attend avec impatience abordera ce point-là. Sommes-nous au rendez-vous de l'échange, du partenariat et des écosystèmes de données qu'impose la réalité des opérations modernes, qu'elles soient hybrides ou de haute intensité? Jean-Philippe, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, tout à l'heure, je me présente rapidement. Jean-Philippe Morisseau, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Vilo. Je ne suis pas venu vous parler de ça. Certains d'entre vous peut-être me connaissent à travers un blog que j'ai animé plusieurs années sur le sujet du GeoInt. Mais aujourd'hui, c'est plutôt avec la casquette, c'est un ancien opérationnel des forces spéciales de l'armée de l'air que je viens vous parler, pour prendre un point de vue plutôt opérationnel. Et finalement, c'est vrai que depuis ce matin, on a parlé de géographie militaire, de cartographie, de procédures, de standards. Et ce que je vous propose, c'est moi de vous parler de cartographie collaborative et de sortir un petit peu des sentiers battus à travers justement mon regard dans ce opérationnel et d'expériences que j'ai pu constater et qui m'ont permis justement aujourd'hui d'inspirer un certain nombre des choses que je fais de mon entreprise. Alors, ce que je vous propose pour entrer en matière, c'est qu'on aille en Irak, à Bagdad, en 2004, et finalement pour vous inviter en patrouille aux côtés du lieutenant Brian Slaughter, qui faisait partie de la 3e division d'infanterie de l'US Army. Et ce dernier, en mai 2004, alors qu'il était en patrouille le long d'un canal à Bagdad, à bord de ses Humvees, ces 4x4 12 hommes, il fut victime de l'explosion d'un engin explosif improvisé, ce qu'on appelle les IED, c'est un mode d'action très employé. Et finalement, une explosion qui fut suivie par une embuscade complexe combinant l'emploi d'armes légères et de lance-roquettes. Alors, par chance pour lui et son équipe, l'engin explosif avait été enfoui trop profondément et n'engendra que peu de dégâts. Il n'avait finalement que soulevé son véhicule, tandis qu'un deuxième IED avait explosé trop tôt, épargnant le véhicule qui était à l'arrière du convoi. À la fin de la brève bataille qui opposa les soldats de la 3e division d'infanterie aux insurgés, le lieutenant Slaughter déplorait, par chance, un blessé léger parmi ses hommes, contre 2 morts et des prisonniers côté insurgés. Il s'en fallait peu finalement pour que le bilan soit plus lourd. Là où ça devient intéressant, c'est que, soucieux de partager son expérience du terrain avec ses camarades, et conscient que son rapport pourrait sauver des vies en aidant les autres à mieux se préparer à leur tour, le lieutenant Slaughter retourna sur les lieux d'embuscade plusieurs jours plus tard avec un appareil photo, avec pour but finalement de documenter sa mésaventure, d'identifier avec précision la position de tir des insurgés, et puis finalement il trouva même un 3e engin explosif qui, fort heureusement, n'avait pas explosé. Enfin bref, il avait dans l'idée de faire un rapport circonstancié sur l'ensemble des dispositifs dont il fut victime. Une fois finalisé, son rapport, contenant les photos, ses constatations, fut envoyé à sa chaîne de commandement, donc conformément à la procédure en vigueur, par un mail sur le système d'information du théâtre d'opération dans lequel il était. Et finalement, il se rendit assez vite compte que ses tentatives pour partager ces informations avec les autres furent vaines. Parce qu'en réalité, l'officier traitant de son bataillon croulait quotidiennement sous des dizaines de rapports de ce type, puis finalement, étant complètement noyé sous ces tonnes d'informations, se contentait d'alimenter une base de connaissances rudimentaires qu'on pourrait définir comme un simple fichier Excel, finalement, juste destiné à informer sa hiérarchie des faits et gestes et des événements du théâtre. À l'image de bien d'autres, le rapport du lieutenant Slaughter ne suscita finalement aucune attention particulière et tomba rapidement dans l'oubli. Grand dame finalement de Seferdin, qui aurait pourtant bien apprécié pouvoir bénéficier de ces précieux retours d'expérience. Alors, je suis d'accord, par rapport à la vision idéalisée qu'on a des systèmes d'information, et finalement, de ce que l'on connaît, la guerre en réseau et les fameux systèmes dont on entend parler, ça va largement à l'encontre des promesses de la guerre en réseau et de l'image qu'elle renvoie. Si les nouvelles technologies de l'information ont ouvert la perspective d'établir une cartographie toujours plus précise et actualisée de l'environnement,
Les outils n'ont malheureusement pas toujours tenu leurs promesses auprès des utilisateurs. Depuis la fin des années 90, pourtant, la numérisation des armées a favorisé l'émergence de systèmes de gestion des champs de bataille, donc des solutions type C2, Command and Control, mais aussi des solutions qu'on appelle BMS, Battlefield Management System, des outils finalement qui valorisent le concept de combat collaboratif, donc entre mots, l'échange d'informations, qui sont aujourd'hui devenus le cœur névralgique des armées modernes. Ils permettent notamment de faciliter les échanges entre les combattants et leurs supérieurs hiérarchiques, et d'élaborer une cartographie opérationnelle en temps réel en localisant les forces amies et parfois les forces ennemies. Seulement, la majorité des informations qui y transitent sont souvent des brèves d'ordre tactique à l'image des rapports de situation, les sitrep, les spotrep, ou encore les ordres, les fragos, et le positionnement des forces en temps réel via le dispositif de Blue Force Tracking, donc ce qui permet de localiser les différentes plateformes d'armes, donc les véhicules, les avions, les hélicoptères, en temps réel sur le champ de bataille. Dans les faits, ces systèmes se destinent surtout à alimenter la chaîne de commandement et la cartographie qui alimente ces outils est souvent réduite à une représentation physique, 2D ou 3D selon les systèmes, de l'environnement opérationnel. Alors, d'une manière générale, et malgré finalement ce niveau de sophistication donc, qui a conduit à la production et à la conception de ces systèmes, mais également de tous les produits cartographiques qui les alimentent, cette vision réseau-centrée n'a pas signifié grand-chose pour les soldats qui patrouillaient sur les routes meurtrières d'Irak ou d'Afghanistan, qui n'ont pas eu la possibilité d'accéder aux informations qui avaient un réel intérêt pour eux, finalement, les analyses concernant leur itinéraire, finalement, ce qui a recroisé leur quotidien et les missions qu'ils avaient à mener. Malgré leurs outils tactiques en réseau, ils ont souvent eu le sentiment d'opérer à l'aveugle. C'est le grand paradoxe, finalement, de cette promesse du numérique technocentré qui nous a amenés vers une géographie hyper spécialisée, pour prendre le mot pour faire plonger, et qui, malgré ses prouesses techniques, eh bien, se trouve bien souvent, en format numérique, considéré comme un simple maillon bien des systèmes d'armes ou encore des systèmes de commandement. Et c'est cette même vision qui poussera finalement son paroxysme, qui poussera les Américains à considérer les espaces urbains comme de simples objectifs militaires, comme ça a été le cas notamment en Irak en 2003, et qui, par la force des choses, sans ayant beaucoup d'égard pour leur population, redécouvriront que des villes comme Bagdad, c'est plein de gens, et que si on ne comprend pas ce milieu, eh bien, on a du mal finalement à y opérer efficacement. Et pourtant, eh bien, les données sont là. Elles sont là, elles se mènent partout. L'expérience que les combattants accumulent jour après jour est inestimable. On pourrait même estimer que c'est un véritable trésor de guerre. Elle reflète l'expérience du terrain accumulée au fil des missions et permet finalement de développer une connaissance accrue et continue de l'environnement opérationnel qui est en constante évolution finalement au fil des opérations qui se montent. Faisant ainsi des combattants à la fois consommateurs de ces données géographiques, mais également de potentiels producteurs, à l'image de capteurs, terme qu'on a employé un peu plus tôt ce matin, finalement de faire en sorte que chaque militaire soit partie prenante de cette géographie. Alors en effet, patrouille après patrouille, les combattants ont observé l'environnement opérationnel, identifié la vocation de certains lieux, la praticabilité de certains axes, les tendances de leurs adversaires et alliés potentiels, discerner les besoins urgents des partenaires de la coalition. À l'image du lieutenant Slaughter, ils ont produit quantité d'informations, rapports, photos, tracés GPS, observations sur le territoire, et finalement ont documenté au fil de leur mission le théâtre d'opération. Seulement là où le bât blesse, c'est que cette connaissance est aujourd'hui difficilement mobilisable. Pour donner un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler un serveur en opération, c'est tout cet amas finalement d'informations protéiformes que l'on va retrouver, des présentations, des rapports. Je vois que ça en fait sourire certains, ça va sûrement vous rappeler des souvenirs. Je vous rassure, c'est aussi le cas dans nombre d'organisations avec lesquelles je travaille aujourd'hui, principalement des collectivités ou des organisations privées. Tous sont confrontés à ce problème. Tout le monde produit beaucoup d'informations, les mobiliser, c'est une autre paire de manches. C'est très fastidieux. Pourquoi? Parce que d'une part, les moyens de diffusion de ces données produites sont encore assez limités. L'email prédomine, ça c'est quelque chose qui nous concerne tous encore aujourd'hui. Et puis finalement, quand on passe à la moulinette des capacités de traitement des structures J2, je le traduis en termes civils, les services de renseignement finalement qui sont là pour faire le tri du grain de livret et mettre à disposition des informations utiles auprès des combattants, eh bien on se rend compte que finalement ils ont
bien souvent d'autres priorités qui vont être peut-être s'intéresser à des sujets qui vont plus les concerner eux que ceux qui vont véritablement concerner les combattants. De plus, ces retours, vous voyez, prennent souvent la forme de rapports en forme bureautique, standard, très souvent non structurés, ce qui les rend extrêmement difficiles à manipuler, le fait qu'ils soient forcément non structurés. Le temps de recherche des informations des organisations, quand on se retrouve face à ce type d'arborescence, finalement, on estime qu'on perd entre 15 et 20% de notre temps à trouver les bonnes informations quand on cherche à les mobiliser. Voilà, on met en perspective sur une organisation de 100 personnes, c'est comme si on avait 15 à 20 personnes qui travaillaient à plein temps pour rechercher les informations. Alors, je fais juste une parenthèse sur le verbatim que j'ai utilisé, qui m'a beaucoup amusé. C'était une journaliste du New York Times qui, en revenant d'Irak, avait titré son article « J'ai rencontré l'ennemi, il s'appelle PowerPoint », estimant que les militaires américains passaient beaucoup trop de temps à faire des PowerPoint. Et pourtant, en structurant ces informations sur un même environnement cartographique, il devient possible de les rendre beaucoup plus facilement manipulables et de répondre à de multiples questions. Alors, je l'avais déjà évoqué quand j'ai parlé du GeoInt, notamment au sein de l'utilisation du GeoInt sur les forces spéciales, finalement, en disant explicitement que chaque donnée, c'est une réponse à une question. Chaque question est très subjective. Les combattants, eux, amenés à aller sur le terrain, que ce soit pour une patrouille ou une mission, seront très focalisés finalement sur les itinéraires qu'ils vont emprunter, sur la praticabilité des axes, sur la localisation et la vocation de certains lieux, de pouvoir, lorsqu'ils doivent mobiliser un appui aérien, ou pas justement d'éviter les zones qu'ils n'ont pas le droit de frapper, bien sûr, ce qu'on appelle nos strike lists, qui s'appuient notamment sur une connaissance du territoire et qui, bien souvent, parcellaire dans certains environnements. Et donc, il est fort de constater que, malgré la profusion de capteurs, parfois ce sont les constatations de ces mêmes combattants qui vont permettre finalement d'agrémenter la connaissance du terrain et surtout par rapport à la vitesse dans laquelle ce dernier évolue. Certains qui ont connu, par exemple, l'Afghanistan, qui ont connu les saisons des pluies en Afghanistan, il y a eu énormément de changements liés à tous les axes de franchissement, que ce soit les ponts, que ce soit les passerelles. C'était des choses très régulières qui, parfois, d'une semaine sur l'autre, pouvaient changer. Et donc, il y avait une influence déterminante sur la manière dont on allait pouvoir se déplacer au sein des vallées. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'était le cas également sur la manière dont les environnements urbains sont remodelés lorsqu'il y a des combats, où finalement, on a une cartographie qui est très changeante. Et finalement, il est nécessaire de réactualiser en permanence ces informations pour s'assurer finalement qu'il n'y ait pas de loupés. Et donc, finalement, le géographe qui, au contact de ces combattants, ou même parfois au contact du terrain, auront aussi à cœur de mettre à jour ces bases de données cartographiques pour finalement actualiser tout l'environnement cartographique. Alors, les analystes également, eux, s'intéresseront à toute information susceptible de les aider dans leurs analyses, peut-être plus larges, à travers justement ces différentes remontées d'informations. Vous voyez ici divers exemples sur les axes de franchissement et autres, mais finalement c'est assez réduit par rapport au spectre d'informations susceptibles finalement d'alimenter cette compréhension de l'environnement à travers les informations qui remontent et d'éviter des cas d'école, comme notamment le problème d'actualisation de cartes qui avait donné lieu au bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade en 1999, certains s'en souviennent peut-être, qui était lié justement à des cartes utilisées à CIA qui étaient mal actualisées. Sur le point de vue des analystes, finalement, ces données opérationnelles qui vont avoir d'autres formes vont pouvoir apporter d'autres aspects, d'autres formes de connaissances. Je prends cette carte très connue qui a été faite par un universitaire américain, dont je ne pourrais citer le nom, je m'excuse pour lui, qui justement a fait tout un travail incroyable sur justement la géographie humaine et notamment la cartographie de la population de Bagdad, des groupements ethniques religieux par quartier, qui a démontré finalement qu'entre 2006 et 2007, en pleine guerre civile, eh bien, il y a eu une réorganisation totale finalement entre les quartiers qui étaient souvent mixtes, où il y a une véritable séparation entre chiites et sunnites, qui a donné lieu finalement à une réorganisation de la population dans Bagdad. Eh bien, pour vous donner un aspect très concret finalement, je me suis amusé à identifier finalement quels étaient les points où il y a eu les plus grosses transformations, là où il y a eu des gros changements finalement de population durant cette période, entre 2006 et 2007, et le confronter finalement à la main courante américaine qui fait état de toute l'incidentologie finalement répertoriée, qui a été généreusement mise sur Wikileaks par Julian Assange,
Et donc, ce fameux fichier Excel, eh bien, j'en ai fait une carte pour vous montrer que finalement, il y a une corrélation directe finalement entre eh bien, le nombre d'incidents qu'on retrouve sur la même période et finalement la localisation des quartiers qui ont subi de grandes transformations. Tout ça pour vous montrer que finalement, on a là à la base un fichier très opérationnel qui est une simple main courante, qui est parfois tenu sans trop de perspective, mais qui pourtant pourrait apporter beaucoup à la compréhension eh bien, du théâtre dans son ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est finalement de nous intéresser à ce concept de l'intelligence collective. Prendre quelques minutes pour en parler. Dès le début des années 2000, les nouvelles pratiques du Web 2.0 facilitent la relation d'un grand nombre d'acteurs dispersés et ont rendu possible d'impliquer chaque membre d'une organisation pour participer collectivement à la création, à la collecte et à l'analyse d'informations. Un concept qui en soi a révolutionné les pratiques de production des informations et marque surtout que la frontière est plus franche, comme je disais tout à l'heure, entre producteurs et usagers des informations. On parle alors de crowdsourcing, terme qui désigne plus particulièrement l'action de réaliser une tâche à laquelle beaucoup de contributeurs participent, en retour d'une satisfaction qui peut être soit économique, sociale ou simplement liée à un besoin personnel. Et on désigne par là l'action finalement d'une communauté, souvent connectée, ouverte, mais surtout volontaire. Appliqué à une organisation où les acteurs sont des personnes identifiées et autorisées, on parlera plus de community sourcing. Alors, vous en connaissez tous des initiatives de crowdsourcing. Il y en a des très connues. Les plus connues sont à l'écran. OpenStreetMap, dès 2004, qui a permis justement de créer des données cartographiques de référence avec effectivement des travers qui ont été évoqués tout à l'heure. Wikimapia, qui vise justement à documenter par la carte l'ensemble du territoire. Google Map Maker, qui a été justement une application qui a permis à des contributeurs de fiabiliser ce que Google, la cartographie de Google, des approches qui ont souvent fait débat vis-à-vis des données d'autorité, ce qui produit des données de référence à l'image de l'IGN. IGN qui pourtant a récemment révisé sa position avec son initiative des géocommuns, un vrai retournement stratégique qui est très intéressant d'ailleurs, dont on parlera. Il y a aussi eu d'autres initiatives très intéressantes et beaucoup plus ciblées sur des thématiques spécifiques telles que par exemple la criminalité exploit crime, la cartographie de crise avec Shahidi, Waze avec la navigation, vous connaissez aussi tous. Et ce qui me semble utile, c'est qu'on fasse un petit focus sur la plateforme Shahidi, vous connaissez peut-être, et si ce n'est pas le cas, il est important qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Parce que Shahidi, qui est apparu en 2007, finalement s'est intéressé à la cartographie de crise en temps réel, en s'appuyant sur des informations provenant de toutes sources. Médias sociaux, mais surtout des courriels, des plateformes d'appel, de SMS, pour localiser, trier les informations en temps réel et surtout la mettre à disposition des équipes de secours pour coordonner finalement les différentes équipes. Initialement créé pour documenter les violences post-électorales au Kenya en 2007-2008, l'outil s'est fait mondialement connaître lors de la crise, lors du tremblement de terre d'Haïti en 2010 et va davantage crédibiliser l'approche collaborative pour répondre à des situations de crise. Cette approche va permettre de constituer très rapidement une cartographie complète et actualisée des besoins humanitaires à la suite de la catastrophe, en triant plus de 50 000 messages, en cartographiant 3500 événements. Succès total, réactivité des volontaires, précision d'informations recueillies, ça a été une ressource extrêmement précieuse. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça va amener une vraie réflexion sur le sujet. Si les cartes de crise obtenues ne sont jamais absolument fiables, finalement, dans un contexte de crise, un contexte de guerre, leur utilisation est peu remise en question dans les situations de vente, en raison de la richesse des informations qu'elles contiennent. Si on le remet dans le contexte de la cartographie par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, finalement, le crowdsourcing, ça s'apparente un peu à de la médecine de guerre de la cartographie. On n'est jamais tout à fait sûr de la fiabilité d'informations, mais on aurait tort de s'en passer parce que ça peut avoir un intérêt. La Federal Emergency Management Agency, la FEMA, mettra d'ailleurs que le bénéfice du crowdsourcing justifie les risques et mobilisera dès 2012 une équipe de la Humanitarian OpenStreetMap Team, HOT, pour cartographier les dommages causés par l'ouragan Sandy. Mieux encore, en 2017, lors de l'ouragan Harvey, le crowdsourcing fera encore parler de lui et sauvera l'Amérique du désastre du big data, avec tous les satellites et capteurs qui ont produit des images. En réalité, ils ont été noyés sous les images et incapables d'y voir clair. Et c'est en mobilisant des volontaires, et notamment les cadets des gardes-côtes américains, qui vont réussir à établir une cartographie collaborative qui va leur sortir de la tête de l'eau. Ils en sont tellement convaincus qu'en 2017, ils vont ouvrir un bureau, ils vont recruter une personne juste pour ça, pour institutionnaliser finalement le crowdsourcing au sein de l'agence. Alors,
Tout ça, c'est super, et c'est intéressant de voir l'intérêt marqué par une agence nationale qui a longtemps été sceptique quand on a bien fait cette approche. Et finalement, revenons à notre contexte militaire. Et ce que je veux faire, pour revenir à ce contexte-là, dans le respect de la partie, bien sûr, merci, c'est finalement parler d'un retour d'expérience qui est celui du Tactical Integrated Ground Reporting System, le TIGER, et justement qui fait suite à de nombreuses expériences telles que celles que le lieutenant Slaughter a rencontrées. En fait, les Américains ont vite compris que quelque chose n'allait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès 2005, ils ont confié à la DARPA la tâche de développer un système capable de répondre à ce besoin. C'est comme ça qu'est né le TIGER. Une solution donc, centrée sur l'information qui permet aux utilisateurs de collecter, de partager, d'analyser des données avec une interface qui est super simple à utiliser, proche d'un Google finalement, et qui est soutenue également par une distribution réseau résistante capable de répondre aux défis tactiques du réseau. On a des connectivités qui sont très loin d'être de la fibre optique et très fois on n'a pas du tout de connectivité. Alors, le TIGER a été développé en prenant en compte les besoins des combattants pour accroître leur efficacité dans tout le spectre de leur mission, que ce soit dans la planification, que ce soit dans la conduite, avec des outils simples, des fonctionnalités qui permettent à la fois de les aider à préparer leur mission, de partager des informations, et finalement de rompre avec le flux traditionnel des informations, qui est très hiérarchisé, et finalement en s'appuyant sur le succès de la collaboration directe entre pairs. C'est-à-dire que je partage une information, elle bénéficie tout de suite au reste de l'organisation, et je m'assure que mes petits camarades vont pouvoir y accéder. Le tout en regroupant finalement un environnement cartographique qui va regrouper les dernières orthophotos à jour, des outils d'observabilité, etc., d'outils d'analyse de terrain. Utile lorsqu'il s'agit d'étudier un métier de patrouille, de comprendre les tendances et les modes d'action, utilisés dans un secteur en particulier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'adoption qui est unilatérale finalement de cet outil, que les combattants ne tarderont pas à surnommer officieusement le Google Earth de la contre-insurrection, et qui, dans ses évolutions, ira jusqu'à intégrer une fonction proche de Street View, qui s'appellera Patrol View. Et en résumé, il fut de loin l'outil le plus utilisé par les chefs de patrouille en opération. En 2 ans seulement, après le premier déploiement du TIGER, finalement, il comptera 80 000 utilisateurs et sera déployé partout où l'US Army se trouve à l'étranger. Donc au-delà des outils, des fonctionnalités, le réel avantage du système, c'était avant tout de structurer la connaissance acquise sur le terrain, de la redistribuer simplement auprès de tous les acteurs sur le théâtre d'opération, et finalement d'avoir un peu cette figure de Pierre de Rosette, pour parler une même langue et de conserver une trace de tout ce qui se passe. Donc en gros, une véritable mine d'or pour tout le monde, y compris pour les analystes, qui y trouveront également leur compte, même s'il y avait une certaine défiance au début, et qui auront la chance, donc analystes comme géographes, de s'appuyer finalement sur une chaîne maîtrisée sur ces remontées d'informations. Donc, à travers différentes typologies d'objets, que ce soit des personnes, des lieux, des événements, des rapports, et finalement, le succès du TIGER nous amène à nous interroger sur la dimension que peut prendre la géographie militaire en s'appuyant sur justement cet aspect collaboratif qui ouvre de nombreuses perspectives, notamment pour s'enrichir continuellement des expériences de chaque militaire qui est sur le terrain, en créant une boucle virtueuse permettant de gagner en réactivité et surtout de s'assurer qu'on ne passera pas à travers des besoins de mise à jour et d'actualisation des informations. Faisons finalement, pour en revenir à ce que vous disiez cher Philippe ce matin, faisons de tous les militaires font de la géographie et n'est-ce pas un moyen vertueux de les réimpliquer dans cette démarche. Je vous remercie pour votre attention. On vous applaudit, merci beaucoup pour cette plongée passionnante. Nicolas, je t'invite à prendre la place. C'était très intéressant de pouvoir voir comment la technologie doit être au service de l'opérationnel et n'est pas une fin en soi. Merci pour cette plongée et ce pas de côté sur un domaine qu'on connaît finalement assez peu, avec en plus un focus sur un pont, en faisant un peu de teasing sur la conclusion de cette journée. Nous sommes tous à un pont entre 2 rives. Nous attendons donc la prochaine communication et nous irons une fois de plus à la frontière, c'est je crois la thématique de cette table ronde, une frontière dans un pays lointain et on verra comment la géographie du coup va accompagner ce pays sur ses frontières grâce à une intervention de Nicolas de Géo 212. On part en voyage du coup avec vous Nicolas, on vous suit. Merci beaucoup. J'ai le délicat honneur de vous empêcher de partir en week-end, c'est assez spécial. Donc effectivement, finalement, ça me semble être une assez belle synthèse de plein de choses qui ont été dites aujourd'hui. Regardez comment on peut fédérer, mutualiser des approches différentes, multi-échelles, multi-données, etc. Pour mener et répondre à une
question qui est posée par les douanes du Niger, donc on n'est pas à proprement parler dans le strictement militaire, mais finalement pas si loin que ça. Donc je vais rentrer un petit peu, alors avec un agenda assez simple, représenter un peu le contexte à la fois du pays et des travaux, et puis dérouler les travaux eux-mêmes, et puis conclusion et quelques perspectives. Alors je vous refais un tout petit exposé rapide là sur le contexte. Donc il y a en ce moment dans les douanes du Niger un gros programme de renforcement de capacité qui tape, j'ai envie de dire, tous azimuts, c'est-à-dire c'est la numérisation de toute l'information sur les contrôles, etc., qui est essentiellement papier, c'est le renforcement à des techniques j'ai envie de dire sécuritaire au sens tir, protection, organiser un convoi, etc. Et aussi sur donc l'efficacité, beaucoup de travaux autour de la corruption, etc. Enfin, il y a vraiment un gros programme aidé par la coopération. Et dans cette... je vois que les planches ont un peu bougé, bon, c'est pas grave. Et donc dans ce cadre-là, s'est posé la question du repositionnement des postes de douane par rapport à l'évolution du pays, lesquels postes de douane ont été posés là en 1960 à l'indépendance et grosso modo n'ont pas bougé. En collaboration, alors les petits pointeurs, c'est comment le pointeur, c'est là, donc c'est un travail de conception qui a été mené avec l'Organisation mondiale des douanes, qui est un des partenaires au soutien de ce programme d'augmentation des capacités, et financé par la Banque mondiale, donc de réfléchir à comment tous ces outils géospatiaux, etc., pouvaient apporter des réponses à cette question. Donc ça, c'est pour le contexte du travail. Je vous ai remis rapidement ici les familiers. Tout ça, c'est les petits postes de douane, là, une cartographie assez basique. Voilà, on voit que par rapport à ce qu'est le Niger aujourd'hui, c'est pas complètement absurde, toujours. Hein, les densités urbaines sont bien représentées, et donc des articles aussi, etc. Un petit rappel du contexte du pays qui a son importance dans cette logique-là. Donc on est sur un grand pays, 1 200 000 km², avec 7 pays frontaliers autour. J'ai révisé 5700 km de frontières. Donc c'est un pays qui est enclavé, vous voyez assez bien sa position dans cette partie sahélo-sahélienne, là, au carrefour de plein d'endroits. Donc c'est un pays de transit et de passage, du nord vers le sud, vers le Tchad, vers le Mali, etc. Et puis, ça, ce que vous connaissez tous aussi, montée croissante de l'insécurité, qui crée un certain nombre de limites. Typiquement, par exemple, les douanes sont interdites d'aller se promener tout seul maintenant. Il y a eu un certain nombre d'attaques et de décès de postes de douane, et donc ils doivent monter toutes les opérations sur le terrain avec les forces armées. Donc ça prend des mois, et puis je vous dire que tout le monde est au courant, etc. Donc voilà, ils sont obligés de réfléchir à tout ça. Alors ça part d'un postulat donc assez fort, c'est que on va pouvoir donc réfléchir à cette histoire de flux de marchandises en regardant quels marqueurs elles laissent sur le terrain. Alors les marqueurs, ils peuvent être de différentes natures, et là on s'appuie complètement sur l'expertise des douaniers. Voilà, tout flux de marchandises crée de l'enrichissement qui se voit, qui peut prendre différentes natures. Comme on est dans un environnement où les échanges et les flux sont principalement terrestres, on peut observer soit des développements d'axes routiers, soit de la création de lieux d'échange, des zones de stockage, des marchés, des villages qui apparaissent dans des endroits complètement improbables. Je vous montrerai quelques exemples après. Voilà. Et donc, on a regardé ça à dehors. J'ai déjà commenté, donc nos deux objets d'intérêt, le réseau de transport et les centres de commerce. Donc je l'ai dit en introduction, pardon, c'est ça qu'il faut que je pointe, on a travaillé à deux échelles et donc en deux temps. Je vais rentrer très profondément dans le détail ensuite. En mobilisant des savoirs, alors j'ai l'impression de répéter tout ce qui a été dit aujourd'hui, là, donc c'est pas très original.
Alors je ne sais pas par quel signe, il y a une logique qui est de commencer par la géographie, on viendra après dans la première partie d'études, on étudie un territoire tellement vaste qu'il faut quand même avoir une approche préliminaire qui soit assez générale, comprendre ce que c'est que ce pays, avec qui il échange, quels sont ses voisins, quels sont ses principaux partenaires commerciaux, etc. Parce que si on attaque Brut de Fonderie sur des images à 50 cm, en gros, on est mort. Donc il faut avoir une stratégie en entonnoir d'analyse des points clés, de focalisation, et j'y reviendrai après. J'ai oublié de dire quelque chose en intro, mais je récupère cette erreur, c'est que donc c'est Romain Delteil et Fabrice Colombet, vous avez dû apparaître rapidement, qui sont tous les deux géographes de la société Géo 212. Je n'ai pas fait ma pub non plus, mais vous pourrez aller voir sur le site ou après. Qui ont mené ce travail. Donc c'est vraiment des géographes qui ont travaillé là-dessus, même s'ils ont une coloration ensuite spatiale, géoïde, travail dans les programmes de production de défense, dont on a de juste représenté. Ensuite, on utilise un matériau, j'ai envie de dire, alors la source ouverte, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, mais voilà, c'est aujourd'hui un outil indispensable, que ce soit pour comprendre l'implantation d'une société de transport, que ce soit pour avoir de la cartographie ouverte, etc. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur les précautions à prendre. Justement, en matière de précaution, eh ben, on a cet outil-là, l'imagerie spatiale et tout ce qu'on peut en lire derrière. Alors je les ai séparés parce que pour moi, l'imagerie spatiale, c'est comprendre un peu ce qu'est le domaine. Il y a plein d'offres, ça a été un petit peu évoqué à droite à gauche maintenant, il y a plein de fournisseurs qui arrivent, il y a du radar, il y a des satellites gratuits, il y a différentes résolutions, il y a de la répétitivité, etc. Et c'est important de savoir naviguer là-dedans, qui est une chose qu'on sait faire, pour arriver à tirer le meilleur bénéfice de ces combinaisons-là. Et Dieu seul sait qu'elles sont assez complexes quand même. Et puis après, il faut savoir lire ces images, entre guillemets, pour produire l'information qui est utile. Donc je vais rentrer doucement dans le travail lui-même et parler donc de cette première phase que j'ai appelée l'échelle globale, donc qui a consisté, comme je l'ai dit, à travailler sur vraiment un angle géographique avec qui ce pays échange, quels sont, vous en avez, j'ai repris la même carte ici, voilà, on voit qu'il y a des grands axes macroscopiques de circulation, de flux, qui nous ont donc permis d'identifier 71 villes qui sont directement impliquées avec un ordre différent, je vais y revenir juste après, dans des échanges. Donc par exemple, si on prend, alors j'ai un peu du mal à lire, l'axe Tamanrasset-Agadez par exemple, c'est pas facile de lire en diagonale là. Bon bref, au nord donc, du Niger et avec l'Algérie, il y a un lien direct et un flux d'échanges tout à fait évident. Et puis ce qu'on a mis en évidence aussi dans cette démarche, je la reprends ici sur une des zones qu'on retravaillera un peu plus tard, c'est qu'il y a des villes de premier niveau dans lesquelles on échange, et puis ensuite on a des villes intermédiaires relais, souvent relativement proches des frontières, dans lesquelles on va voir des choses un petit peu plus concrètes se réaliser. Je montrerai quelques exemples tout à l'heure sur des évolutions. Donc à l'arrivée, on a 71 villes retenues, là, un petit peu partout, donc au Niger, je crois que c'est 52 au Niger, et le reste, je vous laisse faire la différence autour. Elles sont associées, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, Zinder a une interaction directe avec Kano, alors on aurait pu pousser jusqu'au port du golfe de Guinée, hein, mais il y a un moment où il faut s'arrêter. Il y a aussi une relation avec Maradi, et puis il y a des villes intermédiaires ici, Katsina, qui jouent un rôle, etc. Donc on se retrouve avec une caractérisation de ces villes, et puis la nature dont elles interagissent et leur rang dans ces échanges. Bon voilà, ça c'est la cartographie toujours des villes qui ont été retenues, à laquelle on rajoute un premier niveau d'analyse sur les villes elles-mêmes, c'est une analyse de croissance.
Alors c'est une analyse de croissance qui est réalisée toujours avec différents outils, de l'information ouverte quand on arrive à en trouver, par exemple une base de données qui s'appelle Africapolis, mais qui évidemment, comme toutes les bases de données, n'est pas complète, n'est pas à jour, donc de temps en temps il n'y a pas ce qu'il faut, on va prendre de l'imagerie spatiale, on regarde la croissance urbaine, on lit une thèse sur je ne sais pas quelle ville, ou son développement, etc. Et on arrive à caractériser comme ça un niveau d'évolution. Alors, j'ai envie de dire sans surprise, on est globalement sur des zones qui sont beaucoup développées. Hein. Je ne fais pas un cours sur la démographie et le développement économique dans ces zones-là. On a des petites choses qui ne sont pas inintéressantes ici, hein. C'est les zones de guerre et l'impact Boko Haram, c'est des villes désertées, détruites, abandonnées, etc. Donc, avec vraiment là, des décroissances et des endroits où il se passe à l'inverse absolument plus rien et il n'y a plus aucun échange. Voilà. Donc on arrive comme ça à caractériser le terrain et avoir donc cette première vision qu'on transforme, décidément. Ah oui, alors pardon, avant de passer à ça, un petit chose un peu évidente, j'ai parlé tout à l'heure donc du besoin de connaître les lieux de commerce, les lieux d'échange, etc., mais aussi le réseau. Et là, un peu même confrontation, le réseau qu'on trouve à droite à gauche, alors l'OSL, l'Ouest, tout ce que vous pouvez tous les prendre là, il n'y en a pas un qui est aujourd'hui au niveau qui nous intéresse, parce que justement, on a besoin d'une relative fraîcheur qui recherche des nouveautés, des nouveaux axes, etc. Donc, on a toujours, dans un mélange de sources ouvertes, d'exploitation du spatial, etc., complété des réseaux pour avoir une vue relativement à jour qui va enrichir et croiser finalement cette information de développement. Donc, on imagine bien, et les deux travaux se sont nourris, d'un côté, par exemple, si on prend cet axe-là, on trouve des points, je vous en montrerai un rigolo après, ici, donc c'est intéressant de regarder, tiens, ça part de là, il y a des camions qui descendent ici, qu'on voit sur quelques images, donc on commence à avoir une sorte de petit fil directeur, puis on le suit, puis on arrive à une ville qui est en train de bouger, et puis comme ça on arrive à refaire un maillage du territoire. Donc on voit l'imbrication entre l'analyse du réseau et l'analyse des lieux d'échange, de commerce, etc. Donc ça, c'était une partie de ce travail global, mais qui a quand même été hyper importante et hyper structurante. En passant, on a un bon produit qui peut servir à nos applications. Pardon, je prends toujours des trucs. Donc on va maintenant rentrer dans la deuxième partie. Donc, suite à l'analyse de premier niveau, donc on a identifié des zones qui nous semblaient cohérentes et pour lesquelles on était capable de caractériser cette dynamique générale. En partant du principe, donc ça je l'ai déjà dit, c'était notre résultat, que c'était les zones qui allaient intéresser les douaniers et qu'on allait travailler là-dessus et puis approfondir un petit peu. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé, et là c'est un autre pan assez intéressant, c'est que les douaniers, ils avaient quand même leur connaissance du terrain et puis quelques petites idées de là où il y avait des choses qu'ils auraient bien aimé voir un peu approfondies. Alors ça c'est un petit croquis qu'ils nous ont donné, là je l'adore. Donc ils nous ont gracieussé un petit print là, avec 2-3 trucs dessus, ils disent ouais mais là il y a des trucs bizarres qui se passent dans cette ville-là, puis après on aimerait bien savoir par où ça passe, donc là vous voyez ici, là ils doivent avoir quelques infos, et puis après ça se perd, et il manque de visibilité sur le terrain. Et donc cette discussion-là entre ce premier travail et celui-là a amené en fait à refondre complètement nos zones, avec 3 orientations majeures, des découpages ici, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit non mais ok, ça on sait, par contre là il y a un petit truc particulier, là il y a quelque chose de particulier, celle-là ici on l'abandonne parce que ça ne nous intéresse pas, celle-là par contre regardez-la, et puis surtout ils ont introduit, alors c'était encore une fois une discussion commune, 2 concepts qui étaient plus des zones strictement transfrontalières, mais qui étaient plus des zones de transit, savoir ce qui se passait dans ces espaces un peu intermédiaires. Si vous regardez la carte, par exemple, d'OSL, ici, c'est vide complètement, hein, c'est assez rigolo. Voilà, nous, on l'a rempli avec le travail qu'on a fait, mais on voit cet intérêt, et donc il a émergé de toute cette discussion. Je ne reviens pas sur le besoin de discuter avec les opérationnels, d'écouter ce qu'ils ont à dire, des informations qu'ils ont, comment on peut profiter de tout ça, etc.
Donc on rentre un petit peu dans le détail de cette partie détaillée, je crois que je vais être presque bon. Donc on reprend chaque... Pardon, oula, je me suis emballé là. On rentre dans chacune des zones, j'en ai pris une un petit peu au hasard, hein, donc c'est celle-là, je vais montrer un peu le principe, il a été déroulé sur toutes, et puis je fais un tout petit focus sur les grandes zones de transit. Donc en quelque sorte on fait un zoom, on reprend tous les éléments dont on disposait avant, en termes donc de situation géographique, on affine un petit peu sur la tête de la frontière. Il y a des choses particulières qui ne sont pas complètement vraies ici, mais par exemple, entre l'Algérie et le Niger, il y a un mur maintenant, hein, du début à la fin. Puis par contre, quand on trouve un trou dans le mur, bah, ça les intéresse pas mal, les douaniers. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de choses particulières sur la frontière, mais on commence un petit peu cet approfondissement. Ensuite, donc, on identifie tout un tas de phénomènes locaux. On réétudie de façon un petit peu plus détaillée les différentes croissances des villes, et puis éventuellement on a complété par rapport aux villes qu'on avait imaginées les 71, parce qu'on a vu que localement, en zoomant un peu, il y avait quand même des villes dans lesquelles il se passait des phénomènes intéressants. Donc on est passé de 71 à 122, ce qui veut dire que quasiment à l'intérieur du Niger, on a doublé à peu près le nombre de villes analysées, en travaillant toujours avec le même outillage, imagerie spatiale, pour faire simple avant-après, hein, des séries temporelles qui nous permettent de faire à peu près ce qu'on veut, mesurer des croissances, mettre en évidence l'apparition d'objets particuliers, donc stockage, industrie, etc. Donc les évolutions avec un petit niveau de zoom un peu. J'ai parlé donc de la caractérisation du paysage frontalier. Là, il n'y a rien d'exceptionnel à raconter. Il y avait le mur à la frontière avec l'Algérie. Il y a du côté d'Ifa, au sud-est, une zone marécageuse qui bien sûr les contraintes topographiques là, que ça impose. Mais sur cela, il n'y avait pas grand-chose à raconter. En règle générale, d'autres points d'intérêt, on a relevé un petit peu par opportunité, par exemple des zones d'orpaillage qui étaient en train de se développer, je pense à des zones dans le nord, en se disant que ça pouvait intéresser. Et puis donc on en a fait des cartographies de synthèse sur lesquelles je reviendrai un peu. Donc tout ça après est redécrit, chacune des villes illustrées avec de l'imagerie, il y a tel type de croissance, la croissance est mesurée, etc. Un tout petit aparté là-dessus, on a essayé de croiser ça avec des infos qui venaient des douaniers, qui étaient des volumes de marchandises contrôlés. Et puis on a assez rapidement abandonné parce que, en fait, ces tableaux-là ne sont pas spatialisés, dans le sens où, par exemple, un bureau, alors c'est pas celui-là, mais le bureau de Maradi, il dédouane les informations, les données pardon, qui viennent du Bénin. Et du coup, voilà, on ne sait pas respatialiser. Je peux observer qu'il se passe des choses en termes de croissance à Maradi, mais comme ces taxes-là, elles viennent de trucs qui sont à 400 km, je perds un peu cet intérêt de la spatialisation. Donc on a laissé ça de côté, mais je les ai mentionnés parce que c'était intéressant dans cet échange. Donc là, j'ai parlé déjà avant de tout ça. Donc là, c'est la focalisation. Vous voyez, on est sur un petit... Là, on est à la frontière entre le Niger et le Nigeria, là, dans la zone qu'on a évoquée. Alors, il y a un petit jeu de pistes, hein, tout ça est renuméroté. Donc, sur le plan d'avant, là, vous pouvez revoir les choses. On voit ici la nature de l'évolution. C'est une double évolution. C'est une évolution des zones d'habitation, et puis c'est une évolution de tout un tas de zones de stockage. Là, c'est des entrepôts, donc le long de cet axe-là. Donc on a travaillé là-dessus, j'en ai parlé, on a identifié aussi les points de passage frontaliers, donc ça c'est une sorte de travail un peu de bénédictin, de reprendre la frontière et puis de regarder les endroits où ça passe. Ça ne veut pas avancer. Donc ça c'est la même avec une petite synthèse et une petite conclusion qui est de dire bon ben voilà, dans cette zone il y a un petit point là qui mériterait une grosse attention, c'est celui qu'on a vu précédemment et qui est ici avec d'autres éléments, cartographie, évolution des axes routiers. Voilà, donc on a une carte de synthèse qui apparaît comme ça. Donc ça, comme je l'ai dit, ça a été déroulé pour tout le monde.
Un tout petit focus sur cette analyse un petit peu plus régionale sur les deux grosses zones de synthèse sur laquelle je vais aller vite. On voit ici l'axe classique donc qui part de Digueza, Marlit, Agadez et puis qui redescend vers Tawa, qui est celui sur lequel les postes sont très bien positionnés. Et puis ici, ce dont je parlais tout à l'heure, là, le fait de voir des zones de stockage avec des marchés sauvages qui sont en train de s'installer progressivement, on a en fait trouvé un axe là extrêmement fort, et puis on a même trouvé des choses un peu bizarroïdes ici, tout petit village avec sur les images dont on dispose, il doit y avoir à peu près 120 containers des biens costauds là qui traînent au milieu du désert, voilà, donc forcément il se passe quelque chose par là. Je ne sais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais je ne doute pas que ça va intéresser. De la même façon ici, vous vous rappelez, c'était les flèches, là, voilà, on a à peu près répondu à leur question en disant, ben là, il est en train de se passer quelque chose qui mériterait d'être analysé. Je passe très vite là-dessus, c'est la synthèse générale avec les zones d'évolution, la nature des évolutions, etc. Alors, le bleu sauté, bon, c'est pas très grave. Quelles sont les conclusions? Bon, sans surprise, hein, y a du fort développement, il y a du développement d'axes, donc ça, on l'a mis en évidence aussi dans la cartographie, hein, il y a les axes travaillés, etc. Et puis surtout, donc, c'est ça qui les intéresse le plus, c'est la mise en évidence de petites localités dans lesquelles, a priori, il ne se passe pas grand-chose, qui ont connu de forts développements sur ces dernières années. Et puis, donc, quelques recommandations, encore une fois très prudentes, sur des possibilités d'axes de contournement. Moi, je pense qu'il faut garder un peu de modestie quand on regarde ça, 5000 km là. Voilà. Un petit peu de satisfaicisme, mais de temps en temps ça fait du bien. C'est un travail qui a été remis, donc là vous avez le secrétaire général des douanes du Niger qui remet le rapport, et autre chose, j'y reviendrai après, au ministre des Finances, dans une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus sérieux, j'y reviendrai un petit peu après. Pour finir, je ne sais pas si on aura le temps. Comment? C'est juste les perspectives. Non, mais si, j'y reviens là, c'est pour ça que je... alors, première question, donc je reviens à ça, j'y reviens parce qu'au-delà du rapport qui a été remis, qui fait une centaine de pages avec des tonnes de cartes, d'analyses, etc., on aura aussi remis une base de données, c'est-à-dire tous les éléments dont j'ai discuté, le réseau routier, les points, les marchés, les camps, les zones d'orpaillage, les zones de franchissement, etc., tout ça a été discuté. Et pour moi, il y a un vrai enjeu maintenant qui s'inscrit dans la démarche générale de monter en compétence, c'est de faire vivre un peu tout ça. Et qu'eux, ils croisent avec d'autres données, avec d'autres infos, et ils sont très preneurs globalement d'aller dans l'info géographique, géospatiale, parce qu'ils comprennent les clés qu'il y a derrière dans la maîtrise du terrain, qui est un terrain dans lequel eux-mêmes ne peuvent pas circuler comme ils auraient envie de le faire pour des raisons sécuritaires que j'ai déjà évoquées. Donc j'irai au Niger au mois de septembre pour accompagner ça, faire de la formation, retravailler sur l'usage, etc. Une petite perspective pour les donner à nous, c'est de retravailler avec des bases, alors justement on va parler de géographie humaine, sur les actes violents perpétrés, parce que ça pourrait, je pense, consolider, je l'ai dit en introduction, c'est les évolutions dans les zones de guerre, c'est encore plus suspect que les évolutions dans des zones en croissance dynamique normale. Donc d'arriver à retravailler cette donnée-là, donc qui recense tous les actes, tous les actes violents, c'est-à-dire avec des morts, avec des attaques, etc., qui que ce soit qui les ait perpétrés. Attention aux effets de bord, armée occidentale, armée locale, etc. Et puis quand on regarde qui fait le plus de dégâts, des fois ça pose 2-3 questions aussi. Voilà. Donc c'est des données à manipuler avec précaution, mais je pense qu'elles pourraient enrichir assez finement la connaissance qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, purement justement topographique. On va revenir à la complémentarité humain-géographique. Voilà, j'ai fini avec une petite minute de retard. Une petite, ouais, ou une grosse, ça dépend. Merci beaucoup, on vous applaudit pour cette plongée au Niger. Merci encore aux différents intervenants. Merci, professeur Boulanger, pour m'avoir donné le challenge de tenir
ces personnes passionnantes et ces passionnés de géographie militaire. On a vu qu'il y avait des géos bien communs, on a vu aussi qu'il y avait des outils qui devaient être communs, on a pu voir enfin qu'il fallait partager l'intelligence et qu'il fallait la construire. On a vu définitivement que la géographie permettait de pouvoir explorer un territoire. Merci encore à vous quatre, puisque vous avez rappelé que la carte est finalement pas qu'un territoire, mais c'est aussi une communauté. Merci pour en avoir été les brillants représentants aujourd'hui. Il reste une intervention en conclusion. C'est votre intervention, mon collègue. Je vous invite à nous rejoindre et merci encore pour ce pont entre deux rives. Bonne soirée. Il me revient donc la lourde tâche de conclure ce colloque à l'heure où un certain nombre est rattrapé par d'autres obligations. Alors bien sûr, tout d'abord, mes remerciements s'adressent à la Société de géographie qui nous accueille dans ses locaux, aux acteurs de l'ombre, sans qui cette organisation sans faille n'aurait pas donné autant de lustre. Et je veux citer en particulier l'adjudant Vasseur, qui est sur le côté droit de l'amphithéâtre. Et enfin, à toi, mon cher Philippe, pour m'avoir convaincu d'embarquer dans les festivités de ce bicentenaire. Comme les rangs sont un peu plus clairsemés, à peine clairsemés, je vais me laisser aller à une courte synthèse des échanges et avec une touche un peu plus personnelle. Dans la fonction stratégique de connaissance et d'anticipation, où la géographie a toute sa place, non seulement pour s'efforcer de gagner la guerre avant la guerre, mais aussi pour apaiser les esprits lors des phases de négociation, il faut reconnaître que la géographie ne sera jamais une garantie contre la fièvre des conflits. Conflits dont la source est d'abord le rapport entre les hommes et le rapport conflictuel, bien sûr, par définition. Je retiens de la richesse des interventions une palette complète qui a été couverte tant dans le domaine de la géographie, physique, humaine, culturelle, militaire, bien sûr, mais au-delà aussi, on a un peu évoqué les autres domaines géophysiques, de l'hydrographie, de l'océanographie, de la météorologie. Palette qui couvre l'espace et le temps, et donc, pour reprendre un petit peu le fil de ce colloque, vous avez vu qu'on est parti d'une trame historique, on a pris de l'altitude, et on a quitté d'ailleurs le globe terrestre, à la fois pour atteindre l'espace et le cyberespace, la donnée, et puis ensuite pour redescendre avec le dernier cas présenté du Niger, et je reviendrai sur cette image. Quelques caractéristiques, et puis ensuite pour redescendre avec le dernier cas présenté du Niger, et je reviendrai sur cette image. Quelques caractéristiques, la compréhension de cet espace, de ce milieu, est nécessaire bien sûr à la défense d'une frontière, d'un territoire parfois, et repose sur le couple traditionnel du bouclier et de l'épée, bien connu dans le monde militaire, a été évoqué au début, le couple fortification et artillerie. Une autre caractéristique a été l'exploration au sens propre du terme dans l'espace et dans le temps, qui nous a emmené de la ligne bleue des Vosges à la Blue Line libanaise, et en passant par le Tonkin, la Normandie et le borderline de Palantyr. En bref, la réflexion de l'intervention bien connue d'une géographe, Chinotia, qui rappelle régulièrement aux jeunes générations l'importance de la pédagogie du terrain. Et bien dans le milieu militaire, on le sait bien, la vérité rentre par les pieds. Alors, on a compris que finalement, en abordant toutes ces facettes de la géographie,
on a changé d'échelle. On est parti du local jusqu'au global, comme je l'ai évoqué. Et on en vient à une sorte de besoin de compréhension du monde, tel que les cosmogonies ou cosmographies de nos anciens, la Weltanschauung, chère au philosophe allemand, le docteur Henn. Ça ne s'entendait pas, pour ceux qui ne connaissent pas, mais est allemand. Donc je fais un petit peu référence à cette compréhension du monde, à la mode philosophique allemande, jusqu'à l'Atlas Nemesis, que je reprends à Alexandre Papa-Emmanuel qui me l'a soufflé. Oui, il y a un petit échange de teasing et d'images. Alors, pour continuer, je prendrai comme exemple deux objets géographiques remarquables pour un petit peu avancer dans ma conclusion. Le premier, c'est celui du croisement, ou du reference point, du point de référence sur une carte. À la rigueur, si vous voulez changer d'échelle, ce serait les abscisses ordonnées, l'axe orthonormé d'une carte, quelle que soit l'échelle. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ce symbole? C'est celui vertical de la nécessaire transmission, et donc à la fois récupération d'un héritage de la géographie française, mais plus généralement de la géographie militaire ou sociale, qui nous vient des âges assez anciens, plus récemment du 19e, et cette nécessaire transmission dans la pratique jusqu'à aujourd'hui pour former les générations et les relèves. Un axe vertical retenait ce besoin de transmission. L'axe horizontal est celui de la communauté, de faire le lien dans le présent entre différentes pratiques, que ce soit entre bien sûr les milieux civils, universitaires, de la recherche, scientifique et militaire. Vous avez bien compris qu'avec les exemples qui ont été abordés, on se nourrit mutuellement de ces connaissances. Et quelquefois, ce n'est pas assez transfrontalier, c'est le principe des sociétés de géographie, mais vous avez aussi le rappel des programmes de coproduction qui montrent ce besoin d'échange à une échelle internationale. Et donc, c'est la notion de communauté, de faire communauté, pour faire le lien. Deuxième exemple, deuxième objet géographique que je vais emprunter, c'est celui du pont. Le pont, qui est un objet bien sûr très symbolique, réel mais très symbolique. Alors, après quelques figures marquantes qui ont été évoquées, militaires ou non, des géographes comme Emmanuel de Martonne ou comme Étienne de Larmina, qui a été évoqué largement ce matin, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer une figure du coup intemporelle, si caractéristique de la géographie française, et pourtant qui en a dépassé les limites. Il y a à peine plus d'un siècle, enfoui quelque part dans le Haut-Gard. Charles de Foucault, puisqu'il s'agit de lui, piètre officier à ses débuts, s'est progressivement transformé en remarquable géographe, bien connu avec son rapport sur la reconnaissance du Maroc en 1888, et désormais plus connu sous son titre de frère universel, qui nous semble indiquer une voie aussi exigeante qu'épanouissante, la voie du don. Alors il ne s'agit pas d'un jeu de mots, ni d'une contrepétrie. On pourrait faire écho à un fleuve, évidemment. Il ne s'agit pas de ça. À la rigueur, je peux vous concéder la joie du don. Mais donc cet homme qui représente, que j'assimile à un pont entre deux cultures, entre deux rives, entre deux dimensions, temporelle et spirituelle. Et pour continuer sur l'allégorie, si vous suivez l'actualité, dimanche, on pourra d'ailleurs fêter le pont du 15 mai, puisque j'assimile le pont à Charles de Foucault. Suivez l'actualité. Alors, n'hésitez pas à vous faire le relais de ce colloque autour de vous. D'ailleurs, les premiers tweets ne devraient pas trop tarder. N'hésitez pas à suivre le reste des séminaires en réponse à la question fondamentale de à quoi sert la géographie. Et enfin, n'hésitez pas à animer le réseau en faisant fructifier
les contacts noués à l'occasion de cette journée, bien plus largement que la sphère parisienne ou idéalement même la sphère française. Il s'agit bien de rayonner. Merci pour votre attention, vos interventions. Bon week-end à chacun d'entre vous.